Merci beaucoup, bonjour. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui me tient à cœur et puis que l'on étudie, que l'on réfléchit dans le cadre de notre spécialité depuis maintenant plusieurs années. Je vais essayer de vous donner un peu un résumé de nos réflexions donc sur le risque infectieux. Alors, euh, pour commencer, il me semblait important d'avoir quelques diapos introductives, hein, notamment celle-ci hein, sur ce qui définit, ce qui détermine le risque infectieux. C'est des facteurs liés au patient qui sont parfois modifiables, le diabète, le tabagisme, l'immunosuppression. Des facteurs liés aux patients qui sont non modifiables, son âge, des antécédents d'infection. Et puis également des facteurs qui sont liés au geste chirurgical, c'est le type de chirurgie, qu'elle soit propre ou contaminée, la contamination du site opératoire et les fautes d'asepsie potentielle, ou la contamination tout court, la technique chirurgicale employée, la taille, la profondeur de l'incision ou la durée d'intervention, qui sont des éléments aussi déterminants dans le risque infectieux, et puis la mise en place de matériel sur de l'os ou sur une articulation, qui sont également des éléments importants à prendre en compte. Et quand on regarde en fait l'origine des infections du site opératoire, ce que l'on a tendance, nous hygiénistes, à définir en termes de seuil, c'est 70 à 95% en fonction des types de chirurgie. Des infections sont d'origine endogène, c'est-à-dire la flore du patient, la flore commensale va générer une infection, alors que 5 à 70, à 30% pardon, en regard, en miroir de cette partie endogène est d'origine exogène, c'est-à-dire tout l'environnement qui est autour du patient, que ce soit l'instrumentation, l'air au bloc opératoire et également les mains des opérateurs. Et ce sont tous ces facteurs-là qu'il va falloir intégrer dans une analyse de risque que vous faites, vous, chirurgiens, au quotidien, qui ne peut être qu'individuel. Ne peut pas se généraliser. Il y aura toujours cet aspect individuel de l'approche bénéfice-risque qui sera à prendre en compte. Alors, par la suite, je me suis dit, je regardais ce qu'il y a dans la littérature, comme l'a fait Frédéric précédemment. Il y a des articles qui sont en commun avec ces diapositives. Et en fait, quand on regarde la littérature, il y a quelques revues de la littérature sur ce que l'on appelle Office-Based Surgery, avec cette première revue publiée dans PLOS ONE, avec 6 articles qui ont été publiés sur la qualité, sécurité des soins, et également les conditions dans lesquelles sont réalisés les actes opératoires, conditions qui sont d'ailleurs très variables. On a une hétérogénéité en fait des conditions de réalisation dans la littérature, ce qui fait très probablement que toutes les données, les résultats des études ne peuvent pas être comparés. Voilà, enfin, c'est entre nous. Et donc, quand on regarde ces différentes études, je les ai résumées, là, les 4, dans un tableau. Vous voyez qu'il y a pour certaines des augmentations du retour aux urgences, d'autres des diminutions d'hospitalisation en ambulatoire. Mais globalement, finalement, on voit que le risque, il n'est pas vraiment différent d'un risque de chirurgie, de prise en charge en bloc opératoire en chirurgie conventionnelle. Et juste une conclusion dans l'un des 2 articles qui dit que la pneumonioplastie est plus associée à des risques de complications. Voilà, mais globalement, pas de conclusion vraiment défavorable sur l'office-based surgery. Alors, quand on prend l'un de ces articles, l'article de Gupta, qui était assez intéressant, puisque celui qui comportait le plus d'actes, le plus de patients inclus dedans, il a comparé la chirurgie classique à la chirurgie ambulatoire et également, pour un troisième bras, la chirurgie office-based surgery ou chirurgie hors bloc opératoire. Dans cet article-là, il a regardé les taux de complications. Ils ont regardé les taux de complications pour ces patients qui étaient pris en charge dans ces différents contextes, avec l'arrêt hospitalisation, hein, 1,3% pour la chirurgie ambulatoire, 1,9% pour la chirurgie pardon, 1,3% pour l'office-based surgery, 1,9% pour la chirurgie ambulatoire et puis 2,4% pour la chirurgie classique en hospitalisation conventionnelle. Et pour ce qui concerne l'infection, vous avez les résultats sur le bar chart de la diapositive. Vous voyez que le bleu étant l'office-based surgery génère des risques en termes d'infection post-opératoire inférieurs aux 2 autres dans cet article qui comportait que des patients pris en charge en chirurgie plastique. Donc ça, c'est un élément de compréhension. Concernant la littérature, il y a pas mal d'études qui ont exploré l'aspect de la chirurgie de la main programmée. Donc là, vous avez un ensemble de chirurgies, d'ailleurs, sur des types d'actes chirurgicaux différents, sur des types de mesures d'asepsie différents, avec des taux, vous voyez, qui sont assez variables, mais globalement qui s'approchent des 1%, voire inférieurs à 1%, mais des nombres d'inclusion dans ces études-là qui sont extrêmement faibles. Et également une méthodologie qui est très majoritairement rétrospective, d'ailleurs exclusivement rétrospective, pas d'études prospectives.
pour la simple et bonne raison, c'est que les taux de complications étant tellement faibles, que pour avoir une différence significative entre différents actes différents types de prise en charge, il faudra avoir un nombre d'actes tellement important que les méthodes classiques ne permettent pas de le faire. Donc, si on veut faire des études méthodologiquement correctes, il faut peut-être employer des méthodes un peu différentes que celles qu'on a à l'heure actuelle. Peut-être que les données d'assurance maladie qui seront évoquées tout à l'heure par M. Bontemps nous permettraient d'avoir des taux qui se rapprocheraient de la réalité en termes de risque infectieux. Donc, en conclusion de cette diapositive-là, la qualité des études et de l'évidence, elle est plutôt faible, voire même assez faible. En revanche, pour ce qu'il y a dans ces études-là, le risque infectieux est généralement considéré comme très faible et inférieur à celui des prises en charge au bloc opératoire. Et voilà, c'est une des éléments de l'équation qu'il faudra résoudre à la fin de ce topo. Pour ce qui concerne le canal carpien, une étude dans l'Ancet Rhumatologie également publiée, vous voyez les taux de complications à 30 et 90 jours qui sont à plusieurs chiffres après la virgule, 0,0037% complications à 30 jours, 32 sur plusieurs centaines de milliers d'actes, vous voyez sur la partie de gauche, et également des études diverses publiées, principalement aux États-Unis, sur la prise en charge du canal carpien, avec des taux d'infection qui était 3,2% pour le bloc opératoire classique avec pression positive, 2,2% pour la chirurgie hors bloc opératoire. Pour la première étude, je vous laisse lire les autres. Toujours est-il que pour ces études-là, on a peu d'informations sur le type de prélèvement, de traitement d'air qui est mis en place dans les blocs opératoires, également le contexte de prise en charge dans la salle. Alors pour la seconde partie de ce diaporama, j'ai essayé de faire un état, un panel des réglementations actuellement présentes en France et des recommandations. Alors j'ai regardé bien entendu un peu toutes les entités qui génèrent ces réglementations et recommandations. La première, qui va être évoquée je pense par plusieurs orateurs durant cette session, c'est celle de la HS, réglementation française, datant de 2010, pas sur l'office-based surgery spécifiquement, mais sur les actes interventionnels en ambulatoire. Et vous avez donc 3 niveaux, et les topos ici porteraient essentiellement sur le niveau 1, avec anesthésie locale, acte mineur, ASA 1 à 3 pour les patients. Il y a un ensemble d'informations qui sont quand même assez intéressantes à inclure, je pense, dans la perspective de prise en charge de ces patients-là. C'est la préparation de l'équipe, avec des professionnels qui sont formés, tenues spécifiques, préparation du patient, avec la notion d'antibioprophylaxie, si elle est nécessaire ou pas, la formation des compétences, j'y reviendrai après parce qu'on a essayé d'évaluer ça dans un audit, et puis l'ergonomie, l'asepsie optimale. Puis la deuxième partie, vous avez l'organisation de la salle, des zones qui sont clairement définies, du mobilier qui est adapté, des suppressions des angles vifs pour le bio-nettoyage, bon, ça c'est un peu notre petite tambouille à nous hygiénistes, l'asepsie progressive, et ce qui est généralement l'origine de questions dans le cadre de cette prise en charge, c'est l'air. Nous, hygiénistes, quand on nous aborde pour parler d'office-based surgery, c'est quasiment essentiellement sous le prisme de l'air, qui est une partie de l'ensemble, hein. Mais c'est souvent comme ça qu'on nous aborde. Et là, vous regardez le texte de la HS, l'air, pas de traitement d'air spécifique pour le niveau 1, limiter la climatisation, éviter les turbulences dans le texte de 2010. Deuxième type de recommandation, c'est pour les injections intravitréennes de l'AFSAP. L'AFSAP, ça commence à dater aussi, 2011. Vous avez un ensemble d'éléments qui permettent de cadrer en gros cette activité d'IVT en dehors de la prise en charge au bloc opératoire. Donc ça peut être fait soit au bloc opératoire, soit en salle dédiée pour assurer une asepsie optimale. Vous avez la position, les murs lisses, la position du patient, le bio-nettoyage, mais également limiter les turbulences aériennes lors de l'acte d'injection. Et notamment d'arrêter l'air conditionné, ou tout du moins de ne pas avoir un flux d'air qui arrive sur l'œil du patient lorsque l'injection arrive. Donc ça, c'est un deuxième texte assez intéressant à prendre. Pour ce qui concerne la ventilation, qu'on a beaucoup entendu pendant la Covid, texte qui commence à dater aussi, 2007, de réglementation et traitement d'air dans le cadre de la prise en charge en cabinet médical. Donc vous avez une recommandation, l'absence de contrôle applicable des taux horaires de renouvellement d'air. Voilà, on est sur des locaux dits classiques, hein. Quand on regarde ce qui se passe en hospitalisation conventionnelle, il y a un cadre qui est défini, qui n'est d'ailleurs pas hyper strict, hein, en tout cas en France, où on estime pour l'OMS qu'il faut avoir, pour des chambres d'hospitalisation, un taux de renouvellement d'air de l'ordre de 6 volumes par heure. Ça, c'est une chambre d'hospitalisation. D'ailleurs, les taux de CO2 ont permis d'approximer ces taux de renouvellement d'air.
La réalité actuelle de la ventilation, on l'a bien vu pendant la Covid, c'est plutôt 2 volumes heure par rapport à ces 6-là. Et là, il y a peut-être un petit hiatus à lever quand on regarde cette histoire de traitement d'air et de prise en charge en dehors du bloc opératoire. Concernant la norme française AFNOR pour le traitement d'air, rien, aucune référence concernant la chirurgie hors bloc opératoire. C'est une norme de 2013 qui va être réactualisée cette année. Pas de référence à la chirurgie hors bloc, pas de classe particulière, pas de traitement d'air dans ce document. De la même manière, pour la SF2H, c'est Française Hygiène Hospitalière 2015, rien de mentionné spécifiquement sur la chirurgie hors bloc opératoire. Il va falloir qu'on s'y mette et que ça change. En revanche, il y a des sociétés savantes, notamment la Société savante de médecine vasculaire, qui a émis des recommandations, deux, hein, qui ont été émises successivement sur le niveau 2A. On n'est plus sur le niveau 1, dont je parlais tout à l'heure de la HAS. Il faut avoir conscience de l'environnement, pardon, de contexte dans lequel on réalise les actes, mais la référence à l'absence de traitement d'air pour la réalisation des actes, notamment des actes sur varices. Et puis, bah, ce texte qui a été discuté, qui est d'ailleurs remis en question, datant de 2021 du CMP-COT, qui estimait qu'il fallait réaliser ces actes de chirurgie tendineuse avec libération neurologique en classe ISO 7, c'est-à-dire un flux qui est un traitement d'air, qui est un traitement d'air classique de bloc opératoire, non laminaire, hein, turbulent. Et on pourra en reparler, mais je crois qu'il y a eu des évolutions de la part du CNP-COT sur cet aspect-là. Le Haut Conseil de la Santé publique 2021 qui émet ce texte sur le virage ambulatoire avec en rouge la nécessité de réglementer la chirurgie au cabinet. Donc, on va voir que c'est un élément essentiel. Et quand on regarde à l'étranger, le document, peut-être le seul à l'heure actuelle qui va jusqu'au bout de la démarche, c'est un document qui a été publié par nos amis anglais et qui en fait définit deux types d'actes. La chirurgie dite mineure, qui correspond au niveau 1 du document de la HAS tout à l'heure, avec ventilation naturelle, y compris lors de la présence de fenêtres et d'ouvrants. Et puis en regard de cela, eh bien, la chirurgie mini-invasive de niveau 2-3, où là, il va falloir avoir une exigence supérieure en termes de traitement d'air. Et s'il y a un document, je pense, qui présente un intérêt à l'heure actuelle, c'est plutôt celui-ci. Pour la chirurgie de la main spécifiquement, en Angleterre, de la même manière, un document aussi très bien fait, assez court, mais assez bien rédigé, il me semble, sur à la fois les règles de manière générale pour la prise en charge des patients en chirurgie de la main. Également, vous avez cette catégorisation. Donc, en dehors du bloc opératoire, les types d'actes qui peuvent être réalisés en dehors du bloc opératoire. En bloc opératoire, le niveau de traitement d'air qui doit être nécessité pour les mêmes types d'actes, éventuellement plus un autre. Et puis, après, vous avez le bloc opératoire classique en ISO 5 ou en ISO 7 avec d'autres blocs opératoires. C'est un document qui est assez bien fait, je trouve, qui est très pragmatique, comme le sont les Anglais, qui définit bien quel acte on peut faire, dans quel contexte. Voilà, donc, c'est peut-être celui qui est le plus avancé, en tout cas sur la chirurgie de la main à l'heure actuelle. Alors, pour ce qui nous concerne en Pays de la Loire, on s'est dit, à 2019, juste avant la Covid, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour aider nos collègues en chirurgie au bloc opératoire? Et en fait, en discutant avec des IBOD, en discutant avec des hygiénistes, il est très vite venu cette histoire d'actes chirurgicaux en dehors du bloc. Et on s'est dit, il y a des choses qui sont faites, il faut qu'on aille voir ce qui se fait en dehors du bloc opératoire, dans les salles dans lesquelles sont réalisés ces actes-là. Mais avant d'aller voir, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on va aller observer. Donc, on a essayé de faire un guide, un référentiel qui nous est propre, hein, mais qui est maintenant en ligne, de ce qu'il faut avoir en termes d'architecture, de formation, de mesures d'asepsie pour les réalisations de ces actes en dehors du bloc opératoire. Vous voyez, il y a des exemples hein, là de comment mettre des gants stériles. Ça paraît banal pour la population chirurgicale, mais ça ne l'est probablement pas pour tout le monde, toute la population des personnes, les acteurs en dehors du bloc opératoire. Donc, ce guide-là, si vous souhaitez y jeter un œil, vous donne des orientations. Et pour aller plus loin, on a fait un audit, hein, comme je le disais. On a regardé dans des établissements, 15 établissements de la région, comment les choses se passaient dans ces salles, à la fois en termes d'architecture, de formation des professionnels, de réalisation du bio-nettoyage, gestion des déchets et compagnie. Je vais faire un résumé très court. Alors, on va essayer d'en faire une publication bientôt. Grosso modo, c'est l'ophtalmologie remporte la palme, les actes réalisés dans ces salles-là, suivi de l'ORL et de la dermatologie.
Ce qui, globalement, il n'y a pas de dérive, de problème majeur sur ce qu'on a observé, si ce n'est, bon, je l'ai encadré en rouge, la ventilation, qui ne correspond pas exactement à ce qu'on avait défini initialement des 6 volumes dont je parlais tout à l'heure, plutôt à une salle sur deux correspond à cette histoire de volume. Et par ailleurs, on a aussi sur l'hygiène des mains quelques éléments qui pourraient structurellement améliorer l'hygiène des mains dans le cadre de cette activité. Mais ce qui me paraît important, c'est la formation des équipes. Il y a beaucoup de spécialités qui peuvent faire des actes en dehors du bloc opératoire, avec les spécialités médicales. Et je ne suis pas complètement persuadé que, d'ailleurs, les chiffres le montrent, que tout le monde, tous les acteurs qui sont autour du patient lors de ces actes-là sont correctement formés aux précautions, notamment standards de prévention d'infection, mais aussi au placement lors de l'acte en lui-même, à l'habillage des habillages s'il est nécessaire, et aux mesures d'antisepsie de manière générale. Là, il y a peut-être quelque chose à creuser sur l'encadrement en termes de formation des équipes qui vont réaliser des actes en dehors du bloc opératoire. Je parle de manière générale, je ne parle pas de manière en particulier pour une chirurgie. Donc, les besoins qui étaient ressentis, c'était des échanges concernant les pratiques, des protocoles, des trames de protocoles qui soient prérédigés, des supports explicatifs et donc des formations sur l'antisepsie, l'habillage, les habillages, gantage et compagnie. Alors, en conclusion, et pour rester dans les temps, si c'est bien le cas, donc, pour ce qui concerne le niveau 1, donc anesthésie locale, acte mineur, ASA 1 à 3, il semblerait, sur la base des éléments à l'heure actuelle disponibles dans la littérature, que le risque infectieux est faible. Mais tout cela nécessite une évaluation individuelle, hein, chaque patient étant différent d'un autre. Il y a probablement des lignes rouges à mettre voilà, concernant les actes, mais ça, c'est défini par les sociétés savantes. Si on prend un exemple pour la chirurgie de la main, bien, quand on pose du matériel sur de l'ostéo-articulaire, c'est probablement une ligne rouge. On a été amené à en discuter avec la Société française de chirurgie de la main. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on a besoin de référentiels. Il y en a existants qui ont été publiés par la Société savante, mais pour ce qui nous concerne, la prévention du risque infectieux, il y a un groupe de travail en cours qui vise à produire un document qui référence les ABAC, on va dire, de prévention de l'infection dans le cadre de cette activité-là. La Société française d'hygiène hospitalière est sur le pont. Et puis également d'un cadre réglementaire juridique avec la qualité et sécurité des soins dans ces éléments-là, qui intègre l'environnement technique, des habilitations peut-être à faire, une qualification, formation des professionnels qui est essentielle, une démarche qui doit être différente de la chirurgie, quand on parle de chirurgie hors bloc en établissement de santé, de celle qui est réellement faite en cabinet, où là, nous, hygiénistes, eh bien, on fait face à une population qui est extrêmement diffuse en ville. Ce n'est pas du tout le cas en établissement de santé. En établissement de santé, il y a une équipe opérationnelle d'hygiène, on sait à peu près ce qui se passe, on connaît nos collègues. En ville, c'est une autre histoire. Donc, il y a peut-être une frontière à établir là-dessus. Toujours est-il qu'il y a des acteurs de la ville qui peuvent accompagner des professionnels de ville dans leur pratique en dehors des établissements de santé. Et puis, dernière diapo, le traitement d'air. Le traitement d'air, à l'heure actuelle, il est plutôt 2 volumeurs pour les sacs classiques. Hein. Mais c'est la question qu'on nous pose systématiquement, qu'il ne faut peut-être pas en avoir pour la majorité des actes. Il faut réfléchir à certains traitements d'air pour certains autres, avec des systèmes semi-mobiles qui existent de traitement d'air à l'heure actuelle, et peut-être une place à discuter et à réfléchir tous ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Une question du docteur Rosenbaum. Le micro est là. Le micro est là. Oui, ça marche. Vous pouvez rester, vous restez au pupitre. Allô, s'il vous plaît. oui, je suis ophtalmo, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. En fait, il y a plusieurs aspects. C'est tout d'abord, j'ai vécu le développement de la chirurgie ambulatoire. Parce bon, au début de mon exercice, on était sous anesthésie générale. Alors nous, en ophtalmologie, donc par exemple, vous avez évoqué l'injection intravitréenne qui est devenue un acte courant qu'on fait en cabinet. En revanche, la cataracte, qui représente 1 200 000 actes par an, pose d'autres problématiques. Alors, au début, c'était sous anesthésie générale. Et puis après, on faisait des injections d'anesthésie locale autour de l'œil, qui pouvaient être un petit peu dangereuses. Ça a été fait ensuite par les anesthésistes. Et nous-mêmes, en tant que chirurgiens, nous nous sommes habitués à travailler disons, millimètre près sur un œil qui était mobile. C'est-à-dire qu'on était un peu comme dans le bateau ivre.
Donc, on bougeait on s'adaptait au mouvement du patient. Donc, il y a une question aussi de maîtrise chirurgicale et ça dépend du type de chirurgie. Alors, au niveau de la partie, peut-on opérer la cataracte en cabinet ou en clinique ou à l'hôpital? Alors, il y a déjà deux problèmes. Le problème, c'est le problème du remboursement des frais de chirurgie pour un cabinet. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des frais, je ne me rappelle plus les frais, mais je crois que pour une cataracte, ça doit être de l'ordre de 500-600 euros qui ne sont pas pris en charge par les caisses. Et ça, c'est un frein à chaque fois systématique. Et donc, ce qui fait qu'à chaque fois, tous les efforts de développement en cabinet ont été interrompus par ça. Alors ensuite, je pense qu'il y a un aspect... Ça sera invoqué avec la communication du docteur Bontemps. Oui, d'accord. Alors après, il y a la complémentarité. Moi, j'ai toujours pensé que, en fait, le problème vient d'une opposition qui date de l'époque CHU-ville. Quand on dit l'hôpital et vous irez voir votre médecin en ville, donc il y a cette espèce de séparation un peu comme l'hôpital est dans les cieux. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas cette complémentarité d'action cabinet, enfin ville et hôpitaux, parce que les deux sont nécessaires. Par exemple, il y a des patients en chirurgie de la cataracte qu'on peut opérer sous anesthésie topique pure uniquement avec des gouttes, et certains qui ont besoin d'une potentialisation. Et c'est vrai que quand on a un stress, il ne faut pas nier que, par exemple, en ophtalmologie, c'est assez sympa, on se dit on se opère cataracte uniquement avec des gouttes. Effectivement, techniquement, on peut le faire, mais le stress subi par le patient, c'est quand même quelque chose, parce que les yeux, inutile de vous dire, le jour où on se fait opérer, c'est facile d'en parler comme ça, mais quand on est de l'autre côté de la barrière, c'est différent. Donc il y a ce stress qui est quand même très, très, très violent pour les patients, et c'est vrai qu'avoir une potentialisation, c'est un élément très important. Et ça, c'était pour la partie ophtalmo. Alors, je voulais vous poser la question sur ce travail qui est fait sur la complémentarité entre cliniques ou hôpitaux et villes, qui sera, à mon avis, un bon aspect de travail, parce que ça permettrait en même temps de mettre d'accord les cliniques et les hôpitaux, les caisses et le développement privé, enfin privé ou clinique qui peut se faire. Et ce serait une bonne action pour le service de santé national sur la répartition sur le territoire. Et puis, autre chose, la question, c'est également comment évaluez-vous, au point de vue traitement d'air, niveau 1, niveau 2, en fonction de quoi vous dites que là, il faut un niveau 1 et là, un niveau 2 ou un niveau plus. Alors, je vais simplement prendre la dernière partie de votre question, parce que je pense que la première partie va être en partie répondue par M. Bontemps. Et puis sur les aspects anxiété du patient en chirurgie de l'œil, oui, c'est essentiel et il faut qu'il y ait un accompagnement à proximité. Sinon, dès que ça part, pour en discuter avec certains de vos collègues, dès que ça part en vrille, il faut avoir de l'aide à proximité. Donc ça, mais c'est pas mon domaine. Alors, euh, pour ce qui est de la chirurgie de la cataracte, je pense qu'on est typiquement à l'interface. C'est une question qu'on nous pose régulièrement aussi. Est-ce que je peux aller en dehors du bloc opératoire faire la chirurgie de la cataracte? Moi, je suis extrêmement frileux là-dessus parce que je vois les endophtalmies dans la région dans laquelle j'exerce et il y a un impact individuel. Bon, vous allez me dire, c'est potentiellement aussi le cas pour d'autres chirurgies, d'autres actes, mais il y a un impact individuel qui est, qui est extrêmement important. D'autre part, si on reprend la première diapositive que je vous ai présentée sur la part exogène-endogène, il y a une part exogène dans la chirurgie de la cataracte, notamment liée à l'air, qu'on connaît, et qui est probablement plus importante que dans d'autres types de chirurgie. C'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que sur la chirurgie de la cataracte, vous avez un implant. Et les deux, avec la part exogène, sont associés. À partir du moment où vous mettez du matériel, eh bien, vous avez potentiellement la contamination de ce matériel-là qui sont en péropératoire qui va générer l'endophtalmie potentielle en post-opératoire. Donc ça, c'est un autre élément. Tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle, quand on parle de chirurgie de la cataracte en dehors du bloc opératoire, les expérimentations en cours ont plutôt tendance à dire peut-être, mais accompagné, c'est là où je reviens à ma dernière diapositive, d'un système de traitement d'air adapté. Il y a le Surgicube qui a été mis en place par une société, qui a été expérimenté à Paris dans plusieurs établissements et même ailleurs. Il y a eu des rangées. Enfin, donc le Surgicube, c'est en fait un flux laminaire ISO 5 qui est local. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un traitement d'air de l'ensemble de la salle, on est vraiment sur le site opératoire avec un flux laminaire. Bon, il y a des avantages, il y a des inconvénients bien entendu de tout ça. Et d'ailleurs, nous, sur le plan de la norme, on ne sait pas exactement. Bah oui, parce qu'en fait, les normes, elles ont été faites pour une salle, elles n'ont pas été faites pour un site opératoire. En fait, le flux laminaire,
C'est purement théorique, si vous voulez. Tous les paramètres que théoriquement on teste, on ne peut pas les tester sur le survéhicule. Et d'ailleurs, la société ne les donne pas, enfin, de ce que je connais. Non, ouais. Pour répondre et pour terminer, pour clore ce topo, et les questions que vous avez posées qui sont tout à fait justifiées, je crois que pour l'ophtalmologie, vous parlez du niveau 1. À partir du moment où il y a un implant en orthopédie, c'est plus un niveau 1. Et la cataracte, vous mettez un implant. Donc pour un orthopédiste, on est basique, les orthopédistes, on sait bien qu'on est les plus bêtes de toutes les spécialités. Mais par définition, il y a un implant. Donc pour nous, c'est un niveau 2, voire 3. Donc on sort de la chirurgie en cabinet et des baselines du niveau 1. Et c'est un autre sujet. Donc, on rentre dans un sujet complètement différent. Et effectivement, les complications, une fois qu'il y a une infection, c'est gravissime pour le patient et pour vous. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le traitement de l'air. Ça, c'est une question à l'orateur. Ça, c'était pour boucler un peu le sujet d'ophtalmo. J'ai trouvé très intéressant ce que tu as dit, Gabriel, sur la notion de 5 à 30% des infections sont exogènes. Et on se rend compte que dans les publications récentes, les infections du site opératoire lors de la chirurgie en cabinet, en office based surgery, sont discrètement inférieures, non significatifs, avec effectivement les études rétrospectives, donc on peut critiquer d'un point de vue scientifique, c'est pas du prospectif en double aveugle, etc. On est bien d'accord. Mais en tous les cas, l'ISO est moins élevé, donc par conséquent, on a une ISO moins élevée, mais on sait pourquoi, parce qu'on sélectionne les patients. Et parce que le chirurgien sélectionne les patients et qu'on exclut les patients diabétiques, qu'on exclut les facteurs de risque et qu'il y a un circuit du patient qui est direct. Il ne va pas être dans la même chambre en ambulatoire que le patient qui est greffé rénal, à qui on va faire un canal carpien aussi, mais qui est porteur de multiples germes nosocomiaux parce qu'il passe tous les jours en hémodialyse. C'est sûr qu'il y a un biais de sélection dans l'histoire. Alors, sur les 5 à 30%, vous avez remarqué que le range, il est large. Parce qu'en fait, ce sont des estimations. Il n'y a rien de prouvé que c'est 5 à 30%. C'est très variable d'un geste à l'autre. Et on ne sait pas d'ailleurs sur les infections associées aux soins ce qui est de la part de l'endogène, de l'exogène. On ne sait pas à l'heure actuelle. On a quelques idées. Voilà, si on prend par exemple la chirurgie orthopédique classique, le bloc opératoire, ben, il y a des études qui ont retrouvé les mêmes bactéries dans l'air et extraits d'infection du site opératoire. C'est très récent d'ailleurs. Et donc, on a quand même des infections qui proviennent de l'air au bloc opératoire, probablement aussi ailleurs, hein. Mais ce n'est pas la majeure partie des infections, il faut se le dire, hein, c'est l'endogène qui la contamination par contiguïté à partir de la flore à proximité, sur les berges de la plaie, c'est ça la grande majorité des infections. Et c'est d'autant plus vrai hors du bloc opératoire sur les types de gestes très, très courts. Voilà, il faut quand même être un peu raisonnable sur le sujet, je pense. Alors, je viens de voir que le Brésil s'était branché. Professeur Nakatura. Merci pour les commentaires. Moi, j'ai fait quelques procédures ambulatoriales. Bien sûr que les injections intraoculaires de anti-angiogéniques pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la rétinopathie diabétique, vous pouviez faire ça sans problème. Mais bien sûr, je comprends ce que Jean-Pierre a dit, que la chirurgie de cataracte, il faut avoir un anesthésiste parce que quelque chose que ça arrive, il faut avoir un anesthésiste tout le temps. Moi, je ne ferai pas une chirurgie de cataracte, par exemple, sans la présence d'un anesthésiste. Professeur James-Claude Soucy, qui est infectiologue, qui s'est branché aussi. James-Claude? Non. Oui, tu m'as demandé quelque chose. Allô? Je croyais que tu voulais faire un commentaire sur l'infection dans la chirurgie en cabinet. Non, enfin, ce qu'a dit notre collègue de Nantes est tout à fait pertinent et je le félicite pour son très bel exposé. Voilà. Merci de ta contribution, monsieur le secrétaire perpétuel. Oui, merci Gabriel pour ta très belle communication. Alors, tu as souligné la faiblesse de la littérature et c'est vrai que ici, à l'Académie, on voit défiler des innovations toutes les semaines et qui ne sont pas validées parce que il y a des règles, etc. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, nous avons l'exemple parfait. On a une opération qui est
souvent réalisés. On a des environnements qui peuvent changer entre le cabinet dans l'établissement et le cabinet en ville, ce qui est, tu l'as dit, pas la même chose, et on peut parfaitement constituer une cohorte prospective nationale. On trouvera un bras comparatif dans les bases de données, et l'HAS a réalisé un guide sur les données en vie réelle. Ça ne veut pas dire qu'elle va forcément valider toutes les études en vie réelle, mais déjà, elle a bien pris conscience que cette méthode d'évaluation est tout à fait valable et elle s'applique parfaitement à la chirurgie et au cas dont on parle aujourd'hui. Et alors évidemment, ça ne va pas régler les problèmes réglementaires, les problèmes juridiques, mais ça sera déjà un élément puissant pour convaincre que cette chirurgie existe et qu'elle est compétitive. Merci beaucoup.